Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais profiter de cette matinée où il fait à peu près pas trop chaud pour travailler, parce que cet après-midi ça va être intenable. Aujourd'hui je vais refabriquer des modules RTC, donc des modules Real Time Clock, donc horloge réelle pour Amiga 1200. Ça se présente comme ceci, voilà, je pense que vous connaissez à peu près tous ces petits modules. Ça comporte donc le module RTC, le composant principal, une pile pour enregistrer la mémoire, ça se plug sur le clock port de l'Amiga, donc les petits picots qui sont à côté des mémoires. Donc on plug dessus et ça enregistre l'horloge. Vous me direz, on s'en fout un petit peu de l'horloge sur un Amiga. Alors, oui et non. Parce que sur une de mes machines, j'ai un P-Storm 32, et le P-Storm 32 n'a pas de real-time clock, en tout cas pas pour le moment, ou alors il faut le plugger dessus. Bref, je ne l'ai pas. Et le problème, c'est quand vous voulez aller sur Internet avec votre Amiga, qui est équipé d'un P-Storm 32, et ben si vous n'êtes pas à l'heure, Google vous dit « Ah 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 !» En général, il dit qu'il y a un problème avec AMI SSL. Bon, le problème est simple, c'est que Google n'aime pas que vous alliez sur le net, avec une machine qui n'est pas à l'heure. Donc il faut enregistrer l'heure, sinon il faut le remettre à l'heure à chaque fois. C'est le travail du real-time clock, et donc on va voir pour en fabriquer. Pour ceux qui ont suivi sur la chaîne Twitch, vous avez vu la fabrication des deux premiers. Voilà, donc j'en ai un ici qui est donc le mien qui me sert pour les tests. Celui-ci a été entièrement assemblé et j'ai monté le composant RTC sur support, ce qui fait que je peux les tester avant chaque soudure. Une fois terminé, ça donne ça. Ça, c'est celui de Shamira. Voilà, il est terminé, il est testé, il est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à. Et bien le but maintenant, c'est d'en fabriquer d'autres. Au niveau difficulté, je dirais que c'est pas trop compliqué. Par contre, ça demandera bien évidemment d'avoir de l'expérience en soudure parce que c'est très petit. Et vous n'avez pas intérêt de faire des ponts parce que c'est des coups à griller votre machine. Avec un outillage minimal, un peu de connaissances et les bons produits de soudure, ça se fait assez bien. Une partie de la vidéo va être tournée bien évidemment au microscope, parce que c'est quand même beaucoup plus chouette. L'autre partie sera filmée en gros comme ça. On verra comment je vais switcher. Bref, pour ça, il va nous falloir support de pile, c'est ce qu'on mettra en dernier. Les broches qui permettent de fixer la platine RTC. Ensuite, il va nous falloir quelques batteries de composants. Pas énormément, mine de rien, mais il faut savoir où les placer. Je me suis fait un petit tableau, bien évidemment, parce qu'entre la référence article du fournisseur et puis le schéma, c'est complètement différent. En même temps, ça va être un bon moment pour vous montrer les nouveaux produits BMJ que j'ai achetés. Notamment le flux en gel abrasé. Alors, il y aura une vidéo dédiée, hein, mais là, on va voir comment ça fonctionne. Une petite pince en titane, petite pince Bruxelles très pointue. Tac. Un nouvel étain, alors toujours en CR2, mais cette fois-ci en 0,3, en diamètre 0,3 plutôt que 0,5. Je prenais du 0,5 d'habitude, mais là le 0,3 sera très bien. Pour le nettoyage, une fois que le produit est terminé, le nettoyant de flux, et je finis à l'alcool isopropylique. Je trouve que le nettoyant flux enlève très bien le flux, mais laisse une pellicule quand même sur la carte, donc je finis à l'alcool iso pour que ce soit super propre. La tresse à dessouder BMJ, là j'en aurai pas besoin, parce que je ne vais pas dessouder. Et puis on verra bien évidemment, hop, quelques passages avec la fameuse tweezer qui fait un travail remarquable. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le microscope. Alors, là j'ai pas mis d'éclairage sur le microscope, je pense qu'on n'en a pas besoin, ça évitera les reflets avec le flux. Et ben on va commencer par le petit C1. Alors, première chose à faire, c'est dégraisser la carte. En plus, avec la chaleur qu'il fait, on a tendance à transpirer, donc on passe un petit coup d'alcool isopropylique sur les parties qu'on va souder, voilà, histoire que ce soit bien dégraissé. Un petit nettoyage par derrière, et c'est plutôt pas mal. Hop. Donc, on a dit C1. C1, c'est le composant marqué WAL. Alors je suis désolé parce que les références vont rien vous dire, puisque ce sont les références fournisseurs, donc du coup, moi je vois ce qui est écrit sur les papiers, mais si vous prenez chez un autre fournisseur que moi, vous n'aurez pas du tout les mêmes références. Ça sert à rien que je vous les donne. Donc ce petit composant, hop, j'ai tout laissé dans les sachets pour ne rien perdre, parce que sinon c'est un peu compliqué après pour s'y retrouver, vu la taille des composants. Ensuite, je vais amener ma seringue de flux.
Alors, il en faut vraiment un tout petit peu. Voilà. C'est même déjà un petit peu trop. Je vais en profiter pour faire le reste parce qu'il en reste un petit peu au bout. Voilà. Donc là, on est sur du flux en gel qui a un comportement un peu différent du flux en pâte. Alors, je sais que le flux en pâte, pour beaucoup, vous utilisez le Hamtech, qui marche très très bien, mais qui est beaucoup plus pâteux. Et on est vraiment presque sur du flux en pot. Il est très bien, par contre pour moi il laisse un peu trop de résidus. Alors que le BMJ, comme on va le voir, ne laisse absolument rien. Presque rien. Donc on va prendre ce petit composant qui est là, et on va regarder comment il se comporte. Je vais souder de plusieurs manières. Là je vais le faire tout simplement au fer. C'est-à-dire que je vais étamer la pointe de mon fer et souder. Voilà, c'est à peu près aligné, on est plutôt pas mal. Voilà. Je prends mon fer, pointe fine. Pas la plus fine, parce que j'ai pas besoin que ce soit trop fin non plus. Mon étain en 0,3. Voilà. Et on va regarder comment ils se comportent. Alors déjà, comment est-ce qu'ils font? Il réagit très très bien, il s'étale tout seul. On va voir qu'il a une très bonne capacité de capillarité. Voilà, tac. La même chose en face. On voit que d'un côté ça a marché. C'est dingue, j'en ai fait deux en live et j'ai eu exactement le même problème. C'est pas grave, on dessoude. Hop. On va le remettre gentiment en place. Voilà, tac. Voilà. Toujours quand on veut faire une vidéo où on présente le produit. Ok. Là, vu que j'arrive pas trop à le centrer, c'est là où je vais utiliser la pince tweezer. On va prendre un éclairage correct. On va dire que ça c'est pas trop mal, de toute façon c'est le flux qui reflète. Je pose ma pince. Je chope les deux côtés de mon composant. Voilà. Une fois qu'il est bien maintenu, je viens le positionner. Je lâche un côté puis l'autre. On a l'impression qu'il est légèrement déporté, mais c'est que le microscope n'est pas parfaitement droit, donc on le voit légèrement en biais. Ensuite, on va passer à la petite diode Schottky qui se trouve en D1. Alors j'aurais bien voulu vous expliquer à quoi sert une diode Schottky. Alors j'avoue que moi-même j'ai pas compris. Je suis allé voir à quoi ça correspondait, comment ça fonctionnait. Je comprends sensiblement le fonctionnement, c'est pas un souci, mais je suis incapable de vous l'expliquer précisément. On va dire que c'est une diode qui laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Le but étant que la pile... Tiens d'ailleurs non, parce qu'elle n'est pas directement sur le circuit. Elle n'est pas censée être alimentée. Alors peut-être que c'est pour envoyer le signal d'un côté mais qui ne revienne pas de l'autre. Je vais interpréter ça comme ça. Je laisserai les pros de l'électronique expliquer ça en commentaire. Alors, même chose, on chauffe la pâte. On amène l'étain. Tac. Alors C1 pour moi c'est le composant qui se soude le plus mal. Ah, lui c'est bon. Et lui c'est bon aussi. Par sécurité, je repasse le premier. Pour être sûr. Hop. Même s'il est bien soudé, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Ça c'est une belle soudure. Hop, hop. Voilà. Alors, on sait que le composant de toute façon il est parfaitement soudé. Maintenant on va passer à R4 et R5. R4 et R5, elles sont marquées SPR. SPR, c'est celle-ci. Donc là, il m'en faut deux. Alors, je précise que là, je le fais un par un. Mais après la vidéo, là, j'en ai 25 à faire.
Je les ferai à la chaîne. Hein. C'est-à-dire que je mettrai une batterie de composants et puis je les soudrerai à la chaîne, je ne ferai pas composant par composant. Donc là j'ai choisi des 330 ohms parce qu'en fait sur le GitHub, il disait qu'on avait le choix entre 240 et 450 ohms je crois. Un truc comme ça. Donc j'ai pris la moitié. En même temps sur tous les reviews que j'ai vus, les gens prenaient du 330 ohms. Hop. Allez, même chose. J'aurais bien voulu faire en étamant juste la pointe du fer. Mais c'est pas facile parce que comme je ne regarde pas la plaque, je regarde dans le microscope, j'ai un peu de mal à faire le focus. J'ai mis juste un peu d'étain sur la pointe du fer. Tac. Par contre, oui, voilà, il s'est mis un petit peu en biais. C'est pas toujours la meilleure méthode ça. Mais au moins ça vous montre que c'est pas toujours comme dans les pubs qu'on voit sur internet où les gens soudent en une seule fois avec une capillarité de dingue. Ah, flûte, ah oui, je parle en même temps. Et du coup on a l'impression que c'est tellement évident de faire ce genre de soudure, alors que pas du tout. Hein. Internet est blindé de menteurs. Alors, hop, on va faire celui-là. Tac, impeccable. Et celui-là, tac, impeccable. Maintenant, je les repasse. Pour être sûr. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Ok, ça c'est bon. Et c'est beau. Ça c'est bon. Hop, on enchaîne maintenant sur R1, R2, R3. Qui de mon côté sont marqués SMD. Hop là. Et donc il m'en faut 3. J'ai chaud, c'est une horreur. Hop, allez. Ah, elle n'est pas dans le bon sens. Alors ça n'a aucune incidence, hein, c'est juste que je trouve ça plus joli si les résistances sont toutes dans le même sens. C'est là que j'aimerais bien le faire à la tweezer. J'ai pas pensé, hein, j'aurais dû le faire avant, mais à la tweezer en fait il suffirait d'étamer la carte et de poser le composant juste après. Et ça ferait l'affaire. Voilà. Tac. Elle n'est pas soudée l'autre. Ah, la cocotte. Voilà. Hop. Elle n'est pas droite, on va essayer de la remettre comme ça. Ah ok, ça c'est bon ça. Elle n'est pas droite ou c'est une illusion d'optique? Ah, ça me paraît beaucoup mieux. Allez, maintenant qu'elles sont fixées, on va pouvoir souder les opposés. Voilà, et d'une, et de deux, et de trois. Là, ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'il y a une résistance qui est en biais ici. On pourrait vraiment la mettre mieux que ça. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? N'oubliez pas, l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, ça va rien vous apporter de faire ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le flux, en fait, là, l'étain, il se glisse sous le composant, il se glisse sur les pads. Et si je prenais ne serait-ce qu'un petit bout d'alcool iso avec un coton-tige, on va prendre ce côté-là. Voilà, on voit que le flux, en fait, se dilue très très bien. Il laisse assez peu de résidus, mine de rien. Hop, un coup de coton propre. Voilà. Par rapport à un flux en pâte, par rapport au Amtech par exemple, je trouve qu'il laisse beaucoup moins de traces. Bon, cette résistance en biais ne me convient pas du tout. On va la tweezer. Alors, pour la tweezer, on va la mettre comme ceci. On va la sélectionner. Comme cela. Voilà, on la prend. Moi, je maintiens la pince en place et je tourne la petite carte. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ça me plaît.
Ensuite, on va avoir C2. C2 qui est tout simplement un composant. C'est un... c'est un condensateur qui est marqué, lui. Donc pour le petit C2, eh ben tiens, on va changer un petit peu. On va faire l'inverse, qui marche très bien aussi. C'est-à-dire qu'on va étamer la plaque. Tac, juste un petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah, ça se mélange bien avec le flux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la tweezer et je vais chauffer mon composant et le poser en même temps sur la carte. Alors, je me mets à ma main. Hop. Je prends mon composant, je chauffe la plaque en le positionnant comme il faut. Tac. Et c'est soudé. Alors la tweezer, c'est pas forcément évident au début, parce qu'arriver à gérer les deux côtés en même temps, c'est vraiment pas facile. Et au début, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Donc ça, encore une fois, c'est de la pratique. Je vais contrôler mes soudures pour être sûr. Alors, ça me paraît très bien. On voit qu'on a le beau petit trait qui se fait entre le composant et sa plaque. Et on peut voir voilà, qu'on a des belles soudures. On peut voir que c'est nickel, c'est bien propre. Deuxième partie. Là, on va souder en premier le support. Parce qu'il n'est pas forcément accessible une fois qu'on a soudé le module RTC. Donc moi, je préfère le souder en premier. Alors, je ne vous mettrai peut-être pas tout dans la vidéo, hein, vous allez voir les premiers picots. Hop, je le mets droit pour que ça se soude droit. Je vais mettre un petit peu de flux. Tiens, ce que je vais faire, voilà. Là, je mets le flux BMJ. Juste après, je ferai l'autre côté avec le flux Amtech. Pour vous montrer la différence. Là, je ne vais pas utiliser de l'étain en 0,3, mais de l'étain en 0,5. Parce qu'il y a plus à remplir. Et d'ailleurs, je devrais même utiliser une panne plus grande pour bien dissiper la chaleur. Parlant de chaleur, hein, je vais bientôt pouvoir souder sans fer tellement il fait chaud. Alors, on va attendre qu'il monte gentiment en température. Voilà. On va se positionner sur celui-là. Non, celui-là il n'a pas de flux. Ouais. Celui-là il n'a pas de flux non plus sur sa soudure, mais j'ai confiance en le flux qui est déjà dans l'étain. Et donc on va faire celui-là. On voit que ça bulle. Clac. Là on a vraiment une belle soudure. Vérifie que ce soit bien aligné. C'est bien aligné. Je vais souder celui qui est à l'opposé. Parce qu'avec la dilatation, en fait, le pied peut bouger et ne pas être parfaitement droit. Donc là, je rappuie sur ma PCB pour être sûr qu'elle soit bien au fond. Clac, c'est bon. Maintenant, on va enchaîner. Voilà. Donc ça, c'était avec le flux BMJ. On va mettre un peu de Amtech sur l'autre partie. Alors, tiens, on va faire celle-là. Donc on voit que le Amtech... Bon là il fait chaud donc ça va, mais quand il fait un peu frais, voilà, on a une espèce de boudin qui se fait. Alors j'aime pas ça du tout sur des petits composants. Sur les gros composants ça me dérange pas, mais sur les petits, j'aime pas. Alors. Hop. Là du coup on est obligé de le faire fondre, parce que comme il n'est pas en gel, il se tient. Voilà, il faut le faire fondre un petit peu avant, c'est pas gênant. Et là on va prendre par exemple celle-ci. Bon, le résultat est très bon. Amtech, ils sont réputés quand même pour faire du bon produit. Hop.
On voit que ça marche très très bien. Je précise que je suis pas, malheureusement pas sponsorisé par BMJ, mais ils ont des bons produits. Je ne suis pas déçu. Hop, faut que je nettoie ma panne. On va faire les petits derniers. Le reste je le ferai hors ligne parce que ça n'aura pas vraiment d'importance. Au niveau du nettoyage, on va reprendre un coton-tige. Tac. Alors le M-Tech, voilà ce que je vais lui reprocher. Bah, là, ça va être compliqué à montrer parce qu'en fait j'en ai pas mis beaucoup. Mais il reste, il fait une pâte. En fait, vous voyez, il fait une pâte plutôt sale. Voilà, j'ai l'impression que je viens de me nettoyer les oreilles. Alors que si je prends le BMJ, voilà, il laisse beaucoup moins de dépôts. Et il brûle pas le BMJ en fait, il fond correctement mais il brûle pas. Vous voyez, il laisse quasiment rien. Ça peut paraître anodin, mais quand vous faites, là je vais faire quand même une vingtaine de cartes, croyez-moi quand il faut passer toutes les cartes à la brosse à dents pour qu'elles soient nickel et propres, vous êtes content quand vous avez un flux qui s'enlève bien. Je finis de souder le composant, et puis, enfin le support pardon, et puis on passera après à la soudure du composant RTC, du module, de la batterie et du cavalier. Allez, on passe à la soudure du petit module RTC que j'ai mis, eh bien, puisque je l'ai testé, il est là. Je les teste systématiquement avant de les souder. Hop, clac. On se trompe pas de sens, hein, il y a un petit détrompeur. Voilà, un petit détrompeur là. Il va vers le haut, là où il y a la petite encoche. Là, faut pas forcer, normalement ça doit rentrer tout seul. Clac. Là, on va s'attaquer aux soudures. Encore une fois, avec du 0,5. Hop là. Ah, sur une carte neuve, c'est de la rigolade. Là, je mets pas de flux, parce que ça prend très très bien. Et vu le prix du flux, j'aime autant vous dire que quand je peux l'économiser, je le fais. Hop, c'est bon pour le composant. Hop. Et hop, il nous reste donc le cavalier et le support de pile. Alors je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre un cavalier, parce que ça permet tout simplement de désactiver ou d'activer le RTC. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt. Mais je monte quand même un cavalier pour la bonne et simple raison, c'est que il y a quelques temps j'ai été amené à faire un simple clock pour Amiga 1000 et pour Amiga 500. Ça fait les deux machines. Et en fait il y a un cavalier dessus qui permet de passer soit sur le 500, soit sur le 1000. En gros, si le cavalier est mal configuré, là ça ne fonctionne pas. Alors, au cas où ce serait le même type de fonctionnement ici, je mets un cavalier. Voilà. Ça, si jamais ça marche pas, ben, il suffit de l'enlever et puis c'est réglé. Hop. Là, je vais d'abord en souder un côté. Hop. Clac. On va vérifier qu'il soit droit, parce que sinon il n'est pas aligné, et bah, si c'est pas aligné, c'est pas joli. Ça peut paraître idiot, hein, parce que personne n'ira le voir, votre real-time clock dans la machine. Mais j'ai toujours peur d'être jugé sur mon travail. Donc je me dis que, même si ça se voit pas, un jour quelqu'un pourra mettre le nez dedans et dire « Oh, quel est le cochon qui a soudé ça ?» Ou alors il dira « Ouh, voilà un bien beau produit. » Moi j'aime bien qu'on me dise que c'est un beau produit. Un peu d'autosatisfaction. Donc on mettra le petit cavalier bleu qui est là, ici. Tac. Et ça permettra d'activer ou désactiver la carte. Maintenant, oui, faut pas que je te perde toi. Par là. On va tout simplement positionner la pile. Donc là on peut pas se tromper, c'est pareil, il y a un dessin sur
Il y a un dessin sur la PCB et on ne peut pas le mettre à l'envers. À l'envers, ça loge pas. Hop, je calme ma pièce. Je calme comme ça, ce sera pas mal. Là, vu que la soudure est plutôt grosse, je vais prendre une panne, enfin, plus grosse. Parce que là, il va falloir chauffer un peu plus. Voilà. C'est bien aligné. Donc je peux m'attaquer à la suivante. Et voilà. Maintenant que c'est fait, hop, hop. Un petit bain d'alcool iso. Je sais pas si c'est nécessaire dans ce sens-là. Hein. BMJ, si vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à me commenter. Là, je vais utiliser le flux de nettoyage après avoir commencé à diluer avec l'alcool iso. C'est tout simplement pour être sûr que ce soit bien dilué. Je parle du flux, bien évidemment. Et j'enlève tous les résidus. Bon, il n'y en a pas des masses. Hop là. Ensuite, la fidèle brosse à dents. On nettoie bien les composants. On laisse égoutter et on va faire un test visuel. Pour le test visuel, je vais vous faire une série de photos où on va voir les soudures. On n'a pas un seul pâté, c'est super propre. Pareil pour les connecteurs. Et puis si on regarde en dessous, bien évidemment, les petits résidus. Alors je pense que c'est l'humidité qui passe, mais ça ne s'évapore pas. J'en déduis que c'est pas de l'alcool isopropylique. Je laisse sécher une petite dizaine de minutes, je vais mettre ça en plein soleil dehors, et puis on se retrouve pour le test final. Allez, première chose à faire, c'est tester la machine de test. Au niveau de la LED, on voit qu'il y a un boot au niveau des ROM, maintenant à l'écran. Donc là, on va aller voir au niveau du RTC, et on voit que no clock detected, c'est normal, il n'y en a pas. Maintenant, on revient sur la machine. On va prendre le petit modèle que je viens de faire. On va lui mettre sa pile. Clac. Le positionner comme ceci sur la carte, en faisant attention à le mettre sur les bons plots. Tac. Et on redémarre. Donc là, on est sur le module RTC. Non, on arrive sur le module RTC. On voit qu'il a bien détecté donc un 6242 ou un 7242. Je crois que j'ai pris des 7242. Et il nous indique qu'on est en 1978. Donc on va faire un reset time. 7. On est au mois de juillet. Nous sommes le 29. On est en 2024. Et il est très exactement 9h49. Ce sera 9h50, je pense, le temps d'y arriver. 9h50. Et les secondes, on s'en fiche. On sauvegarde, on revient au menu et on éteint la machine. Maintenant, on va attendre, allez, 3-4 minutes, le temps d'aller me faire un café. Et puis, on va redémarrer, voir si la pile a bien enregistré la mémoire et si on est toujours à l'heure et à la bonne date. 5 minutes plus tard. Oh bah dis donc, je me demande quelle heure il est. Oh bah dis donc, quelle chance d'avoir un module RTC. Et nous avons l'heure qui est bonne avec le 29 juillet 2024 et bien 9h53. Bref, ce module est terminé et fonctionnel, donc j'en ai un petit paquet à faire. Je vous ai mis dans le bas de la vidéo, dans les commentaires, le lien vers le GitHub pour la PCB, puisqu'elle est en open source. Je vous mets un lien aussi, bien sûr, vers le site BMJ, parce que leurs produits sont intéressants. Et puis la prochaine vidéo, alors j'attends que ça arrive. Vous avez apprécié vraiment la vidéo sur le multimètre. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs, je trouve ça super cool. Donc je vais vous faire la même chose, mais cette fois-ci avec les deux MMR qui se trouvent là, qui viennent elles aussi d'Amazon. Je vous mettrai les liens sous la vidéo au moment où elle sera tournée. Et je vais assembler une horloge numérique do-it-yourself en vous montrant les différentes techniques de soudure pour débuter et avec quoi débuter, puisque c'est toujours ça le plus important. Vous savez que sur la chaîne, je vous ai souvent dit que ça servait à rien d'acheter une station à 1000 €. Il y avait des stations qui faisaient le boulot pour beaucoup moins cher.
Exemple, la station à 19 € qui est là et qui me suit depuis toutes ces années. Bref, c'est plus une question de package. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!